Cette vidéo traite du cash game en short-handed et en no limit 200. Cette vidéo est destinée à des joueurs de niveau 2 ou 3, c'est-à-dire des joueurs confirmés ou experts. Cette vidéo complète la vidéo sur le cash game en petite limite et en table pleine, accessible dans la Poker School de PMU. Commençons cette vidéo par la définition de la NL200 en cash game et en short-handed, c'est-à-dire sur des tables à 6 joueurs. Cette vidéo portera sur la No Limit 200, dite NL200. Voyons les éléments financiers. Les blindes seront de 1 euro à 2 euros, cela signifie que votre cave de départ maximum ne pourra pas excéder 200 euros. Cela signifie également que le mot moyen sera de 15 à 30 euros. Et en jouant 70 mains à l'heure, la table devrait voir passer entre 1500 et 2000 euros par heure. Il est souhaitable de disposer des moyens financiers suffisants pour jouer à cette limite-là. La règle que nous recommandons est de jouer au 40e de sa bankroll. C'est-à-dire que pour s'asseoir à une table de la NL200 en short-handed, il faut disposer d'un budget d'à peu près 8000 euros, soit qu'il s'agisse de votre budget poker, c'est-à-dire de votre bankroll, soit qu'il s'agisse des moyens que vous pouvez mobiliser pour jouer au poker. La NL200 marque le début des hautes limites au poker, c'est-à-dire des tables les plus chères qui soient disponibles sur PMU.fr. Il existe des limites encore supérieures jusqu'aux tables 5-10, mais ces tables sont un peu moins fréquentées. Mais attention, le début des hautes limites signifie également, au-delà des éléments financiers, que vous aurez affaire à des joueurs plus compétents et moins nombreux qu'aux limites plus basses, et qu'il vous faudra pratiquer votre meilleur poker pour l'emporter. Cette vidéo de cash game porte également sur le format short-handed, c'est-à-dire un format dans lequel il n'y aura que 6 joueurs à la table. Les conséquences tactiques de ce format short-handed sont les suivantes. Par rapport à une table pleine à 10 joueurs, vous allez devoir ouvrir vos éventails de mains d'ouverture dans toutes les positions et jouer donc plus de mains. Il y aura plus d'actions à la table et notamment plus de relances et de surrelances qu'en full ring. Vous allez jouer plus de mains et vos adversaires vont jouer plus de mains. Cela implique que vous allez obtenir plus d'informations sur vos adversaires plus rapidement qu'en table pleine, mais aussi que vous allez donner plus d'informations à vos adversaires par vos actions. L'ensemble de ces éléments implique des adaptations tactiques sur lesquelles nous allons revenir tout au long de cette vidéo. Définissons une première fois le cadre tactique global pour être gagnant en cash game short-handed sur la NL200. Première considération. Il y aura un nombre de joueurs moins important que sur les petites limites, donc si vous jouez régulièrement, vous jouerez plus souvent avec les mêmes joueurs. Seconde considération, compte tenu du niveau financier élevé des enchères, le niveau de jeu de vos adversaires sera meilleur en moyenne que sur des limites plus faibles. Il faudra pratiquer votre meilleur poker pour dominer cette limite et battre des adversaires plus souvent aguerris. Nous vous proposons 3 grands axes tactiques essentiels pour jouer à ces limites et gagner à ces limites élevées. Le premier axe est d'exploiter toute l'information disponible sur vos adversaires. En format short-handed, vous jouez plus de mains qu'en full ring. Nos adversaires vont jouer plus de mains, vous aurez donc plus d'occasions de prendre de l'information sur eux, mais également plus d'occasions de donner de l'information à nos adversaires. Nous allons aborder dans cette vidéo un outil utile aux joueurs de moyenne et haute limite, qui est le tracker. C'est un outil logiciel qui va vous permettre d'analyser toutes les données statistiques des parties que vous jouez. Deuxième axe, les joueurs étant meilleurs ou plus compétents, il sera important d'éviter toutes les erreurs qui peuvent vous rendre exploitable. Il s'agit de corriger des erreurs éventuelles et de ne pas se rendre exploitable par un jeu trop mécanique ou trop prévisible. Et il faudra symétriquement exploiter les erreurs de nos adversaires. Dernier axe, à ces limites, les sommes engagées peuvent devenir importantes. Il faudra donc respecter des règles de prudence. Vous devez, avant le début d'une session, définir combien de caves vous souhaitez engager sur chacune des tables que vous allez jouer, et vous fixer également des limites dans le temps que vous allez consacrer au jeu dans vos sessions. En NL200, vous allez affronter souvent de bons adversaires, des joueurs de poker réguliers souvent expérimentés. Il ne suffira plus de jouer vos cartes pour gagner, vous allez devoir jouer les cartes de vos adversaires, celles qu'il a et celles qu'il n'a sans doute pas. Le premier élément nécessaire pour battre ces hautes limites, c'est le recueil d'informations, donc l'observation de vos adversaires, y compris dans les coups dans lesquels vous n'êtes pas vous-même engagé. Nous allons pour cela voir 2 sujets et 2 méthodes qu'il est indispensable de mettre en œuvre. D'une part, la prise de notes suite à l'observation du jeu à la table à laquelle vous êtes assis, et d'autre part, l'utilisation des données statistiques que peut vous fournir un logiciel tracker.
Nous examinerons plus en détail le sujet du logiciel tracker, mais commençons par la prise de notes. Dans les coups qui vont s'enchaîner, notre sujet d'étude et d'observation sera le joueur assis 2 places à notre droite et situé en haut à droite de la table. Dans ce coup, nous sommes UTG et nous avons ouvert le pot en relançant, et le joueur en question, en petite blinde, a payé notre ouverture et la grosse blinde a passé. Le flop affiche AKJ alors que notre adversaire a checké, ce qui nous permet de faire notre continuation bet ou mise de continuation à 9,50 €, et nous voyons notre adversaire payer de nouveau notre mise de façon passive. La turn est un 3 de pique qui n'apporte rien. Cela nous permet de miser une nouvelle fois. Nous effectuons une mise à hauteur de 22,50 € et le joueur passe. Nous allons utiliser le système de prise de notes disponible sur le logiciel de PMU Poker pour prendre des notes sur ce joueur parce que nous pouvons d'ores et déjà dire plusieurs choses à son propos. D'une part, il n'est pas KV max, il n'a que 109 € dans sa cave alors qu'il pourrait ou devrait avoir 200 €. Et il est toujours souhaitable de disposer de la cave maximum quand on s'assoit à une table de cash game, pour pouvoir profiter pleinement des bonnes opportunités qui vont se présenter et pour, éventuellement, disposer de fold equity sur nos adversaires. C'est déjà l'indice d'un joueur moyen ou d'un joueur faible, et il s'est révélé particulièrement passif, et notamment très loose passif pré-flop. Et le type de joueur loose passif est le type d'adversaire le plus intéressant à jouer, car il est le plus profitable à exploiter. Nous allons donc prendre une note le concernant, comme vous pouvez le voir à l'écran. Dans ce coup suivant, nous avons KJ-off en position de petite blinde. Et nous allons voir de nouveau le joueur que nous sommes en train d'étudier et d'analyser payer simplement la blinde alors qu'il est au cut-off, c'est-à-dire juste avant le bouton, en donnant encore un signe de passivité pré-flop. Le bouton passe. Comme nous avons une bonne main, nous allons relancer, avec pour objectif d'isoler notre cible pour jouer contre lui et en faisant passer le joueur en grosse blinde. Malheureusement, le joueur situé en grosse blinde paye notre mise. Le premier ouvreur passe. Nous nous retrouvons en tête-à-tête avec le joueur à gauche, dont on a vu qu'il était également passif dans les coups précédents. Nous décidons, en représentant l'As, de faire notre mise de continuation et notre adversaire passe. Nous avons donc vu que cet adversaire peut payer une relance de 5 bébés pré-flop pour ensuite passer sur notre C-bet pourtant très probable. Nous sommes hors de position après avoir relancé pré-flop. Et donc, concernant ce joueur-là, nous allons également utiliser le système de prise de notes du logiciel PMU pour, comme vous le voyez à l'écran, lui affecter à la fois une petite vignette verte qui va identifier les joueurs exploitables et inscrire le fait que nous avons affaire à un joueur passif loose, passif qui est le type de joueur faible que nous allons rechercher et jouer. Les coups suivants nous montrent que le profil que nous avons commencé d'établir pour les 2 joueurs en question peut aussi être établi pour d'autres joueurs à la table, et notamment pour le joueur situé en face de nous, c'est-à-dire à la gauche de la table. En effet, en consultant le lobby du logiciel PMU Poker, nous avons pu constater que ce joueur est assis sur plusieurs tables de NL200. Donc, nous allons immédiatement enregistrer cette information en lui affectant une note disant « Attention, il s'agit d'un joueur régulier ou reg, puisque jouant sur plusieurs tables simultanément. » Nous allons lui affecter une vignette de couleurs différentes pour identifier un joueur probablement compétent, pour l'instant nous n'en savons pas encore assez, mais qui présente des caractéristiques d'un joueur probablement dangereux qu'il faudra jouer avec prudence. En même temps, à l'écran, la suite du coup nous montre une tentative de vol en donk bet du joueur à notre gauche sur un flop comportant 2 dames, tentative qui échoue et nous allons mémoriser cela pour la suite de la session. Dans le coup suivant, nous avons une paire de 7 et de nouveau, nous voyons notre adversaire cible, que nous avons caractérisé comme un joueur loose passif, payer simplement la blinde en position UTG. Nous relançons à 8 €, toujours dans l'objectif d'isoler notre joueur cible. Les joueurs dans les blindes passent, et notre cible nous paie conformément à ce profil loose passif qui s'affirme un peu plus. Le flop présente un As, un 10 et une Dame, c'est typiquement le type de flop sur lequel nous allons faire un continuation bet ou mise de continuation. Et là, notre adversaire nous paie de nouveau. Le 4 de cœur qui arrive à la turn ne change rien. Nous décidons de checker aussi cette turn pour à la fois contrôler la taille du pot et aussi dans l'optique de jeter notre main si nous devons faire face à une mise sur la river, sur un tableau dangereux. La river apparaît, c'est un valet. Il y a maintenant une quinte évidente possible et pourtant notre adversaire check de nouveau. Il nous montre probablement qu'il n'a pas touché ce qu'il attendait.
Nous décidons donc de voler le pot en misant 23 € et effectivement, notre adversaire passe. On voit dans cette série de coups que le profil que nous avons établi concernant ce joueur nous a permis de gagner ce dernier pot uniquement en exploitant les observations que nous avons pu faire sur les quelques coups qui ont précédé. Sur la vidéo des coups que nous venons de voir, vous pouvez constater à côté des joueurs une série de chiffres et d'indicateurs. Ces données n'apparaissant pas habituellement sur les tables du logiciel PMU Poker. En effet, ces données s'affichent parce que nous utilisons un tracker. Nous allons voir ensemble ce qu'est un tracker et quel est l'intérêt d'utiliser un tracker, que ce soit pour analyser son propre jeu ou aider à la prise de décision durant la partie. À l'écran, vous voyez plus précisément ces listes de chiffres et ces indicateurs que nous allons détailler. Un tracker est un logiciel qui exploite les hand history qui sont produites par PMU Poker. Lorsque vous jouez sur PMU Poker, des tournois ou du cash game, toutes les parties que vous avez jouées s'enregistrent sous la forme d'historique qui s'appelle des hand history. Les logiciels trackers sont des logiciels spécialisés, la plupart du temps payants. Vous en trouverez plusieurs sur Internet, qui permettent d'intégrer toutes ces hand history dans une base de données et qui permettent ensuite d'analyser toutes les données statistiques qui sont contenues dans ces parties enregistrées. Et vous verrez qu'elles sont extrêmement riches en informations. Les logiciels trackers proposent aussi d'autres services, notamment la gestion du temps et des aspects financiers de vos sessions. C'est un outil compagnon pour le joueur de poker online qui pourra servir dans de multiples occasions, soit à l'analyse de son jeu ou de celui de ses adversaires, soit à la prise de décision durant la partie, grâce à une fonction qui s'appelle le Heads Up Display ou HUD. Heads Up Display signifie affichage tête haute en français. Il s'agit d'avoir une sélection des indicateurs statistiques contenus dans vos hand history qui s'affichent en temps réel sur la table du logiciel PMU Poker. Voyons les principaux indicateurs statistiques qui peuvent être extraits des hand history et présentés dans le cadre du HUD, directement sur les tables du logiciel PMU Poker par le tracker. Dans le schéma que vous avez à l'écran, nous avons ventilé les indicateurs statistiques au long du déroulement d'un coup. Il y a d'abord l'enregistrement des indicateurs portant sur les actions pré-flop avec deux indicateurs particulièrement importants que sont le VPIP et le PFR, et nous aurons l'occasion de les détailler plus tard. Il y a également l'ensemble des réactions pré-flop que vous avez pu avoir face aux actions de vos adversaires. Par exemple, quel est le pourcentage de 3-bet? Quel est le pourcentage de fold to 3-bet? Quel est le pourcentage de 4-bet? Et dans les positions tardives au bouton ou au cut-off, quelle est la proportion de cas où vous avez tenté de voler les blindes et en réaction, quel est le pourcentage des cas où lorsque vous êtes dans les blindes, vous foldez sur les attaques de vos adversaires. L'ensemble des actions pré-flop viennent nourrir les indicateurs que nous venons d'évoquer. Puis il y a les indicateurs au flop et là aussi, deux indicateurs sont particulièrement utiles pour l'aide à la décision. Le pourcentage de continuation bet ou c-bet et la réaction, c'est-à-dire le taux de fold to c-bet. Ces deux indicateurs vont vous donner pour le premier le pourcentage des cas où vous allez faire une mise en continuation bet sur le flop. Cet indicateur sera très utile à exploiter contre un adversaire. Cela vous permettra de savoir si son c-bet représente réellement de la force ou s'il est un habitué du fait. Inversement, le fold to c-bet est un indicateur qui va vous permettre de décider si vous pouvez faire un c-bet avec la possibilité d'emporter le pot immédiatement, alors qu'un joueur qui aura un faible taux de fold to c-bet sera plus difficile à manœuvrer, et peut-être qu'il faudra baisser votre taux de c-bet contre lui ou adapter la taille du c-bet pour rester profitable. D'autres indicateurs sont très importants dans la suite d'un coup, et notamment le pourcentage flop-turn et le pourcentage turn-river. Il y a également un autre indicateur particulièrement utile qui est l'aggression factor, qui sera noté souvent AF ou AFQ pour quotient dans certains logiciels trackers. Cet indicateur fait le rapport entre le nombre de situations dans lesquelles vous avez relancé sur le nombre total de coups et d'enchères dans lesquels vous avez simplement payé la mise, call, ou passé, fold. Cet indicateur est celui de l'activité ou de l'agressivité d'un joueur post-flop ou sur la totalité du coup. La corrélation entre le VPIP, le PFR et l'AFQ permettent de cerner assez rapidement un profil et d'identifier les tendances chez un adversaire. Il y a d'autres indicateurs disponibles via le HUD du tracker, comme les indicateurs de fin de coup et notamment dans combien de cas un joueur va au showdown, en moyenne, donc à l'abattage. C'est le Went to Showdown ou WSD.
Et dans combien de cas, lorsqu'il va à l'abattage, le joueur gagne le coup, c'est le Won at Showdown. Ces deux indicateurs vont vous permettre de voir si vous avez affaire à un joueur plutôt serré, que l'on va pouvoir faire passer sur le flop, la turn ou la river, ou à l'inverse, à un joueur agressif ou combatif qui ne lâche pas facilement prise lorsqu'il est engagé dans un coup et qui donc ira plus souvent au showdown. Enfin, un dernier indicateur important, parmi tous les indicateurs statistiques qui peuvent être produits et affichés grâce au tracker, et particulièrement en cash game, c'est le net won, c'est-à-dire ce qui est gagné en moyenne par coup. C'est un indicateur financier qui vous permettra de vérifier sur des joueurs qui ont un net won important qu'il s'agit de joueurs compétents, donc dangereux, et à l'inverse, avec un net won négatif, qui sont des joueurs plutôt perdants et donc des joueurs intéressants à jouer. Enfin, l'ensemble des indicateurs statistiques que nous venons de lister doivent se comprendre et être interprétés en fonction d'autres paramètres d'un coup, et notamment en fonction d'un critère essentiel qui est la position à la table. Ainsi, il est facile de comprendre que l'on n'ouvre pas avec la même fréquence, donc avec la même range, lorsque l'on est UTG ou lorsque l'on est au bouton. De la même façon, en tournoi, le niveau des blindes va être un paramètre extrêmement important pour interpréter les données que nous venons d'évoquer. Il est évident que l'on ne joue pas les mêmes ranges en début de tournoi quand les blindes sont faibles ou en table finale quand les blindes sont très élevées. Cela signifie qu'ils ne sont fiables que si le volume de données sur lequel ils s'appuient est suffisant. Sur quelques dizaines de mains, les indicateurs ne sont pas du tout fiables car la série statistique est trop courte pour que l'information soit fiable, crédible et utilisable. Certains indicateurs deviennent fiables à partir de quelques centaines de mains jouées. D'autres vont demander beaucoup plus de mains pour être fiables, car ils s'appuient sur des événements dont l'occurrence est plus faible, ce qui nécessitera une série plus grande pour produire un indicateur fiable. Après ces précisions essentielles sur la fiabilité des données, examinons plus en détail les deux premiers indicateurs que nous avons identifiés dans notre schéma et qui sont sans doute les plus importants. Nous les avons identifiés en rouge sur notre schéma, c'est le couple VPIP et PFR. Le VPIP, c'est le pourcentage des mains qui ont été jouées volontairement, et le PFR, pour pré-flop raise, c'est l'indicateur qui identifie le pourcentage des mains qui ont été relancées pré-flop. La relation entre le premier et le second indicateur va nous aider à identifier très rapidement la typologie des joueurs à laquelle nous sommes confrontés. Un joueur lose passif aura des statistiques qui vont ressembler à 58, c'est-à-dire qu'un joueur qui joue en moyenne 50% des mains, ce qui est élevé en short-handed, mais qui ne relance que dans 8% des cas, va coller la plupart du temps. Ce sont typiquement des statistiques d'un joueur lose passif. Un joueur lose agressif aura plutôt des statistiques proches de 50-45, c'est-à-dire que si ce joueur joue 50% des mains qu'il reçoit, il relance 45% de ses mains, ce qui est un pourcentage de mains relancées très élevé. Il s'agira d'un joueur dangereux dont il faudra se méfier. Comme il est très large, il est très imprévisible, et comme il est très agressif, il va coûter très cher à jouer. C'est le profil type des joueurs les plus dangereux. Les joueurs serrés passifs auront des statistiques VPIP et PFR proches de 12-4. Ce sont des joueurs qui ne jouent que 12% des mains, ce qui est très serré en short-handed, donc ils jouent très peu de mains et ils relancent encore moins souvent, soit dans 4% des cas. On a affaire à un type de joueur qui est caractérisé dans le bestiaire de Phil Hellmuth comme une souris, c'est-à-dire un joueur craintif qui sera relativement facile de faire passer ou éventuellement à voler dans les blindes. Enfin, il y a un autre type de joueurs assez difficile à gérer, qui sont les joueurs serrés agressifs, avec des statistiques de type 14-12. 14% identifient un joueur serré, mais 12% des mains relancées signifie que ce type de joueur joue peu, mais quand il rentre dans un coup, il joue fort. Ainsi, vous pouvez constater que sur ce seul couple d'indicateurs VPIP et PFR, on peut déjà commencer à définir une typologie de joueurs, un premier profil des adversaires, que nous avons en face de nous. Voyons un deuxième couple d'indicateurs très intéressants et utiles. Ce sont les indicateurs sur le flop. Le premier est le pourcentage de c-bet au flop, et le second, qui est relatif au premier, est le pourcentage de fold sur les c-bet subis au flop. Lorsqu'un adversaire a un pourcentage de c-bet élevé sur le flop, par exemple 70 ou 75%, il sera possible de payer ses c-bet, car il fera cette mise bien plus souvent qu'il n'aura percuté le flop. De la même façon, si un joueur présente un taux de fold to c-bet très élevé, il sera possible d'effectuer des c-bet gagnants et voler des pots, si la texture du flop le permet assez souvent, car ce joueur aura tendance à passer sur les c-bet adverses s'il n'a pas amélioré sa main.
Le troisième indicateur que nous vous présentons dans cette présentation sommaire de l'ensemble des indicateurs statistiques que fournissent les trackers est l'Aggression Factor, qui sera noté AF ou AFQ selon les logiciels. Cet indicateur donne la tendance moyenne d'un joueur à l'agression. Cet indicateur est calculé en faisant le rapport de toutes situations dans lesquelles le joueur a misé ou relancé, avec toutes les situations dans lesquelles le joueur a simplement payé passivement ou a jeté ses cartes. Cet indicateur permet d'identifier des joueurs capables de miser sur toutes les streets d'un coup, pré-flop, flop turn et river. Un AF inférieur à 2 identifie les joueurs faiblement agressifs ou passifs. Un AF compris entre 2 et 5 désigne des joueurs moyennement agressifs. Et un AF au-delà de 5 identifie des joueurs très agressifs. La F permet d'identifier des joueurs qui sont actifs sur 1, 2 ou 3 streets. Typiquement, un joueur avec un AF élevé est susceptible de jouer un 3 barrel bluff, c'est-à-dire en misant en bluff sur le flop, la turn et la river. Alors qu'un joueur avec un AF faible ou très faible, 1,5 par exemple, sera peu susceptible de jouer un 3 barrel bluff. Les conséquences tactiques sont claires. Face à un joueur affichant un AF élevé, il sera possible de le payer avec la seconde paire ou la seconde couleur en ayant une bonne équité. Inversement, si un joueur avec un AF faible relance et mise sur plusieurs streets, alors ce joueur-là est probablement très lourd et il faudra, si vous ne disposez pas d'une main puissante, passer devant des actions qui, compte tenu du profil du joueur, montrent beaucoup de force. Ces données qui sont issues du tracker, donc des hand history, sont des indicateurs statistiques. Dans ce cadre, la représentativité des données est un point crucial. Un indicateur calculé sur un petit nombre de mains n'est pas fiable et peut même être trompeur. Il faut donc être prudent en manipulant et en interprétant ces informations. Quelques dizaines de mains ne permettent pas de cerner véritablement le profil d'un joueur. Il faudra donc être prudent lorsque l'on appuiera une décision sur ces informations. Le poker est, surtout à ses limites élevées, comparable à une enquête policière. Un indicateur ne suffit pas à prendre une bonne décision, il faut recouper plusieurs indices entre eux, dont des indices qui ne sont pas issus du tracker, comme l'historique court, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans les quelques coups qui précèdent la décision, mais aussi la position, les rapports de tapis, les enchères, les cartes et la texture du tableau, la dynamique de la table, et plus généralement à tous les éléments qui décrivent une situation et qui doivent être intégrés dans le processus de prise de décision. En s'appuyant sur les informations que vous avez collectées à la fois par l'observation et éventuellement par l'utilisation des statistiques fournies par un tracker, vous allez pouvoir développer un poker solide sur la NL200. Pour cela, nous vous recommandons d'une part de jouer agressivement et de jouer en position. L'agressivité vous permettra de ne pas offrir de cote implicite inversée à vos adversaires et le jeu en position vous permettra de faire peser sur eux la force de votre tapis. D'autre part, vous allez devoir exploiter les cotes implicites offertes par vos adversaires et par les situations de jeu, et particulièrement en jouant des pots dans lesquels se trouve l'argent mort ou dead money. Vous devez faire de votre mieux pour ne pas offrir de cotes implicites à vos adversaires, et notamment en ayant des ranges de call trop larges ou trop serrés, ou en étant trop passif ou timoré dans vos actions. Et enfin, et surtout parce que c'est la clé d'un poker gagnant à ses limites élevées, il faudra adapter votre plan de jeu à la dynamique de la table. L'ensemble de ces recommandations recouvre une idée essentielle, ne pas être exploité, ne pas être exploitable. Voyons dans ce coup deux situations d'exploitation qui s'appuient sur des erreurs assez fréquentes. Premier coup, nous avons 7 et 2, nous sommes UTG et nous ne jouons évidemment pas. Le pot est relancé à 3 big blinds par le joueur UTG plus 1 et la petite blinde paie la relance, ainsi que la grosse blinde. Le flop affiche 7 dames de Rainbow et on voit la petite blinde faire un donk bet à 4 € dans un pot de plus de 16 €. La grosse blinde se couche et le joueur UTG plus 1 relance à 22 € et la petite blinde passe sur cette relance. Cette mise de 4 € en donk bet est non significative. Représentant 25% du pot, la mise ressemble à un probe bet ou une tentative, un peu vaine, de bloquer les enchères du relanceur initial. Mais en ne représentant que 25% du pot, cette mise ne dégrade pas les cotes des adversaires et ne montre aucune force. Dès lors, la relance du relanceur est impayable et le joueur doit passer. Cette erreur coûte 2 bébés et en se répétant, fera perdre de l'argent à son auteur en offrant une possibilité d'exploitation pour les adversaires attentifs.
Mais le joueur situé à notre droite ici, de petite blinde, s'est montré lui aussi passif en payant préflop, en position de big blind et en foldant sur le pauvre donk bet à 4 euros. Il a montré qu'il était passif et qu'il jouait ses cartes. À la suite de cette action peu déterminée, il va coller de nouveau en position de petite blinde et alors que personne n'a ouvert le pot. À la fois parce que nous avons une main valable, As-4, et aussi pour exploiter les tendances passives de notre adversaire, nous relançons à 8 euros, donc 4 bébés, et le joueur passe une nouvelle fois. Dans cette série de coups, voyons comment on peut exploiter le profil de nos adversaires. Dans ce premier coup, nous voyons le joueur UTG relancer à 6, soit 3 bébés, une relance standard à cette position. En regardant nos notes, les statistiques affichées par le HUD, ne reposant que sur les mains de la session, soit 7 mains, ne sont pas des indications fiables. Nous constatons que cette joueuse est une joueuse plutôt sérieuse et serrée. Nous décidons de surrelancer depuis le bouton avec As et 7 de trèfle à 18 euros. Nous sommes en début de session et nous voulons nous donner une image agressive. De plus, nous jouerons en position contre une adversaire que nous jugeons serrée et avec une aversion au risque moyenne à élevé. Les 2 blindeurs passent et le joueur UTG, conformément au profil enregistré dans nos notes, passe également. Dans les coups suivants, nous allons nous intéresser aux échanges entre le joueur situé 2 places à notre gauche et celui situé immédiatement à sa gauche. Nous allons voir quelques situations qui mettent bien en valeur le thème de l'exploitation. On voit d'abord la petite blinde coller alors que le pot n'a pas été ouvert. Un call dans la pire des situations. La grosse blinde relance à 8 euros et la petite blinde va passivement coller de nouveau. Puis le flop 2-9-5 Rainbow s'affiche et les 2 joueurs checkent passivement sur un flop anodin. La grosse blinde ici avait une bonne occasion de faire un c-bet mais n'en a rien fait. Le 3 de cœur sur la turn fait rentrer 2 tirages quintes et couleurs et pourtant de nouveau les 2 joueurs checkent passivement. La river est un 8 de pique qui ne complète rien et de nouveau les joueurs checkent. La grosse blinde a relancé avec roi-dame non assorti et surtout, le joueur en petite blinde a collé puis payé une relance de 4 bébés avec valet 7. C'est évidemment une double erreur qui lui coûte 4 bébés et demi. Dans le coup suivant, nous recevons 7 et dame de cœur. Nous n'allons pas jouer. Et nous allons voir le joueur en petite blinde passer contre la grosse blinde, continuant de définir un profil de joueur serré. Dans le coup suivant, nous avons K8 en position de grosse blinde. On voit le joueur en position UTG plus 1, qui a été très passif jusqu'ici, relancer à 12 euros, c'est-à-dire à 6 bébés préflop dans un pot non ouvert. Le joueur à sa droite, que nous avons commencé de caractériser comme serré passif, va payer simplement cette relance. Au vu de son profil, on peut déjà se dire que sa main est probablement forte. Le flop affiche 4-5 dames, et là, on voit le joueur UTG plus 1 envoyer son tapis pour 44,63 € dans un pot de 25,20 €. Son adversaire paie immédiatement et affiche une jolie paire de dames pour un brelan max au moment où elle paie l'overbet de son adversaire. Ici, UTG plus 1 a fait une grosse erreur sur cette dernière enchère. Il a donné une cote infinie à son adversaire en poussant tout son tapis avec une paire de 8. Le brelan de dames étant max, le call est évident. Pousser la paire de 8 sur ce flop est une erreur. D'une part, on a vu que le profil de son adversaire est serré passif. En payant une relance de 12 € pré-flop, il indique une très bonne main, et même sans doute une main faite, donc une paire ou tout le moins un gros as. Et il est donc très probable que si l'adversaire détient une paire, elle ne peut qu'être supérieure à la paire de 8. D'autre part, la relance à 12 € pré-flop ne permet pas de représenter un brelan crédible de 4 ou de 5. Et enfin, jamais un brelan de dame n'aurait fait un tel overbet au moment de valoriser un très bon jeu, et ceci en application du théorème du Yeti. Et on peut même ajouter que AQ est aussi dans la range de l'adversaire. Cette mise ne signifie rien d'autre qu'une tentative d'arrachage qui sera souvent payée par mieux. Il nous montre que les statistiques qui affichent un profil 50-10, bien que basé sur un échantillon très faible, identifient un joueur loose passif assez faible. Le type de joueur que vous allez noter et contre lequel vous chercherez à jouer dès que cela sera possible.